Nous avons en ligne, je crois, Jacques Bompard. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur le député. Très heureux de vous réaccueillir dans le Libre Journal de Chrétienté. Donc, nous sommes actuellement dans le studio avec François Billot-de Lochner qui nous parlait à l'instant de son livre « Échapper à la mort de la France » avec un certain nombre de mesures. Et donc, vous, comme parlementaire, vous êtes évidemment aux premières loges pour ces mesures. Et notamment, vous venez de déposer une proposition de loi de lutte contre l'immigration extraordinairement complète, très fouillée, avec un exposé des motifs, un des plus longs que j'ai jamais eu l'occasion de lire. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Est-ce que c'est de la pure provocation ? Est-ce que vous pensez que c'est applicable ? Non, ce n'est pas de la pure provocation, mais la comédie parlementaire est pénible et face à cette mascarade, il faut qu'il y ait au moins un parlementaire qui pose les problèmes. Donc, nous faisons avec mon équipe un certain nombre de propositions de loi qui sont constructives. Quand on a posé la proposition de loi pour rétablir le droit au travail, ça a un impact, si c'était mis en place économique, qui serait considérable et on ne pourra pas relancer l'économie sans cela. Et de la même manière, si l'on n'arrête pas l'immigration, il n'y a aucune solution à la destruction de notre pays. Alors on a fait une proposition de loi très fouillée, effectivement, avec 97 articles qui tous ont leur place et sont en situation, et avec un exposé des motifs qui balaie avec cohérence et sans extrémisme aucun la problématique que pose ce changement de population, ce grand remplacement qui s'est lancé il y a plusieurs dizaines d'années et qui se perpétue avec une volonté extraordinaire et presque terrorisante. Mais j'ai lu dans votre exposé des motifs, je pensais être déjà un peu averti sur le sujet de l'immigration, mais j'ai lu dans votre exposé des motifs des chiffres tout à fait impressionnants. Vous écrivez notamment qu'en prenant en compte le taux de fécondité spécifique des femmes d'origine extra-européenne, les décès, les départs et les entrées de nouveaux arrivants, on estime que les nouveaux habitants d'origine extra-européenne représentent entre 370 et 500 000 nouveaux habitants tous les ans. C'est un chiffre gigantesque. Alors il faut savoir en plus que tous les chiffres qui sont là sont passés sous le contrôle de la commission parlementaire. Donc ils offrent une garantie de sérieux. On ne peut pas écrire n'importe quoi dans une proposition de loi. C'est un énorme travail qui a été fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de modération, et c'est pour cela que je pense que la grande presse n'en parlera pas, que la télévision ça me n'en paraît parlera clair. pas, et que les radios n'en parleront pas, parce que en fin de compte, ce qui caractérise notre pays aujourd'hui, c'est que nous sommes sous un nouveau rideau de fer. Quand le rideau de fer a abandonné l'URSS, il est tombé sur la France, et depuis il se développe avec une obstination tout à fait remarquable. Il faut voir à l'Assemblée, si l'on dit ce que les Français ressentent, on vous regarde avec des yeux horrifiés et on a l'impression d'être incorrect, de dire des grossièretés. C'est presque le cas. On vous a entendu récemment à la Marche pour la vie, où je pense vous étiez un des seuls parlementaires, peut-être le seul même. Oui. Pourtant, il me semblait que vous teniez des propos de bon sens, et de fait, on a peine à imaginer que ces propos-là puissent être tenus dans l'hémicycle. Alors, c'est ce qui les embête beaucoup, parce que pratiquement, j'interviens toutes les semaines et en commission et dans l'hémicycle, et maintenant, je pense que les collègues parlementaires se rendent compte que ce que je dis est cohérent, et donc on me laisse parler. On me laisse parler, par contre, on n'entend pas, et on ne répond pas. Il faut être raisonnable quand même. Mais, ils écoutent quand même un peu, et quand ils me croisent dans les couloirs, ils sont pas méprisants du tout. Je crois que le sérieux du travail que nous faisons et le fait que on refuse de faire du spectacle finit par avoir un certain rayonnement. Et leur gros souci, c'est qu'il y ait d'autres parlementaires qui soient
Vous m'entendez? Oui, tout à fait, on vous entend. Les auditeurs aussi. Parlementaires qui fassent le même travail, hélas, c'est rare. Et, la bataille contre la vie, je me suis senti vraiment très seul pour la mener. Oui. Vous aviez été quand même quelques députés à voter contre cette espèce de... On a été 7. Vous avez été 7, c'est ce que j'ai lu. Mais un seul a parlé. Et j'ai pu m'écouter tout seul parce que il n'était pas là, mes collègues. Mais d'ailleurs des amis par ailleurs. Hein. Mais est-ce que vous avez travaillé ensemble sur ces questions-là? Parce que j'imagine qu'il y a dans les députés du Front National et même dans les députés de l'UMP des gens qui partagent au moins partiellement vos propositions. Vous savez, c'est très compliqué parce que il y a 2 députés au Front, un qui n'est pas Front et un qui est Front. Et le Front, c'est un parti comme les autres qui est très très centralisé, très autoritaire et qui n'accepte pas la liberté de parole et la liberté de penser. C'est très très sincèrement, je ressens qu'il y a le même mode de fonctionnement qu'à l'UMP, au PS ou au PC. Hein. C'est même remarquable. Et le combat que je mène actuellement, c'est le combat contre les partis, parce que les partis sont des outils de perversion de la démocratie. Or, c'est vrai que la démocratie a peut-être mieux, mais on l'a pas trouvé. Donc, si c'est bien utilisé, moi je crois à la démocratie. Mais encore faut-il que ce soit bien utilisé. Pour être bien utilisé, encore faudrait-il que les élus soient libres avant tout au service de leurs concitoyens. Or aujourd'hui, un élu d'un parti n'est pas au service de ses concitoyens, il est au service du parti. Hein, et ça, c'est une perversion qui est dramatique et suicidaire. Mais le problème, monsieur le député, c'est que je ne vois pas bien comment on pourrait éviter ça sans revenir sur le système d'investiture et donc d'une certaine façon sur le système électoral tout court. C'est tout à fait le système d'investiture qui est à critiquer. C'est pour ça que moi je prône l'implantation locale, parce que l'implantation locale permet d'être connu de ses concitoyens, bien sûr. Et permet que eux votent en connaissance de cause. Et ce système d'investiture est totalement pernicieux. Oui, François Billot de Lochner me fait signe de vous poser la question de votre avis sur le référendum d'initiative populaire. Est-ce que vous pensez que ça serait une solution pour contourner un peu le système des partis? Pourquoi pas? Mais je crois que la grosse difficulté, c'est que on vit dans un siècle de facilité. Et la facilité, c'est les médias. Hein. Et il est plus facile de faire ce qu'il faut pour avoir les médias, c'est-à-dire de se coucher, d'abandonner la défense du peuple, et à ce moment-là, on sait qu'on a les médias, et à ce moment-là, on n'a pas besoin de travailler. Et je crois que rien ne peut remplacer le travail, le dévouement que l'on doit à nos concitoyens. Et c'est cela qui permet de se dépasser, de se débarrasser de toutes les autres solutions. Je suis pas du tout hostile au référendum d'initiative populaire, mais je crois que c'est plus adapté à des petits pays à des petites structures comme la Suisse que à la France. Qu'est-ce qui fait que la démocratie est très compliquée dans notre pays? C'est que c'est un pays qui est grand, et s'il était plus grand, c'est encore plus compliqué. Donc la seule manière de remettre la démocratie, c'est de passer par les élections locales et de se faire connaître directement, mais cela demande un travail de titan. Alors peut-être venons-en un peu à vos mesures. Il y en a une qui m'a intéressé, un peu fait tiquer. Je me demande si c'est juridiquement possible. Vous écrivez que vous proposez la déchéance de la nationalité française pour tout étranger naturalisé, donc naturalisé français évidemment, coupable de délits graves ou de crimes. Est-ce qu'on peut revenir à son ancienne nationalité? J'avais jamais entendu dire ça. Oui, on peut supprimer la nationalité sous condition que celui qui va subir l'amputation ait une autre nationalité. C'est-à-dire, c'est faisable en cas de binationalité. Par contre, ce n'est pas faisable en cas de mononationalité. Mais je crois qu'on le dit. Hein, pour les binationaux, il n'y a vraiment aucun problème, aucun doute. Pour les binationaux, aucun problème. Mais la question, c'était pour les étrangers naturalisés. Parmi les propositions que vous faites, est-ce qu'on peut revenir à sa nationalité d'avant?
C'est une question, moi j'ai pas du tout de compétences juridiques sur le sujet. Aujourd'hui, la plupart des naturalisés gardent leur nationalité d'origine. D'accord. Donc, ce sont des binationaux. Donc, c'est tous des binationaux, d'accord. Mais j'ignorais ça. Et alors, il y a aussi une question majeure sur le sujet de l'immigration, c'est qu'un certain nombre de lois nous sont imposées par l'échelon supérieur, c'est-à-dire l'échelon bruxellois. Est-ce que ça n'exige pas qu'on sorte aussi au moins d'un certain nombre de traités de l'Union européenne ? Alors, cela suppose que la révolution que nous voulons mener, qui est nécessaire à la France, soit aussi menée dans d'autres pays d'Europe. Mais les choses avancent en Europe. Dans les autres pays d'Europe, les courants patriotes se développent et sont forts. Et même l'inquiétude de la majorité européenne, c'est justement qu'il y a un basculement vers une droite dure, pas vers une droite populaire. Non, rien n'est perdu. Mais d'ailleurs, quand on se déplace en Europe, on s'aperçoit que on est vraiment européen. Et qu'on a plaisir à ce qu'il y ait un arrière-pays européen dans lequel on se sente bien. Ouais. C'est cette Europe-là dont nous ne voulons pas, mais l'Europe, on en vit bien, évidemment. Ça va de soi. Je crois que rien n'est perdu. Mais le combat que l'on mène en France est sûrement l'un des plus difficiles. Parce que l'UMPS-FN existe, je l'ai rencontré, je la rencontre tous les jours, et je pense qu'il faut que les patriotes soient courageux, n'aient pas peur de travailler, considèrent que leur premier travail c'est de se dévouer à leur peuple, parce que si l'on n'a pas comme seul souci de servir et de servir les siens, eh bien, on est des nuisibles. Les élus, la plupart du temps, sont des nuisibles. Alors, parmi les éléments qui m'ont paru très intéressants aussi dans votre exposé des motifs, il y a ce que vous dites sur les pays d'émigration et pas d'immigration, c'est-à-dire les pays qui nous envoient des populations extra-européennes. Je lis notamment dans votre exposé des motifs, l'Île-de-France compte plus de médecins béninois que le Bénin. C'est extraordinaire comme information, j'avais jamais entendu ça. C'est d'autant plus vrai et d'autant plus fou que dans le même temps, on interdit à nos étudiants en médecine de devenir médecins en les collant à 14 de moyenne ou à 15 de moyenne, alors que les étudiants béninois, ou d'autres d'ailleurs, j'ai rien contre le Bénin, réussissent avec un 8 de moyenne. Donc il y a une ségrégation qui est faite. Là, on peut parler de ségrégation. Il y a une ségrégation un apartheid, médicale, comme disait un Premier ministre récent. Tout à fait. Il y a une ségrégation, il y a un apartheid de fait et de fait contre nos étudiants, et ce n'est pas bon pour la médecine française, parce que à la limite, qu'un Béninois qui a 14 de moyenne décide de rester en France, pourquoi pas. Mais s'il a eu 8 et qu'on a collé des étudiants à 14, des étudiants de français de souche à 14, là il y a quand même un problème de racisme anti-français qui est indiscutable et qui est réel et qui est légal. Oui. Alors j'ai entendu Madame Ouria Boutelja qui nous expliquait qu'il ne pouvait pas y avoir de racisme anti-français puisque les Français étant la race dominante en France, on ne pouvait être que... On pourrait dire aussi qu'il ne peut pas y avoir de criminels français en France parce qu'ils s'attaqueraient aux Français. Donc, oui, c'est de la même eau. C'est ça. Alors, parmi les autres informations, tout est vraiment passionnant dans votre proposition de loi parce que c'est à la fois très détaillé, très très raisonnable en fait, assez proche d'ailleurs du programme RPR-UDF d'il n'y a pas si longtemps, et très adapté à notre temps. Mais parmi les chiffres qui paraissent importants à avoir en tête, il y a le chiffre en termes de finances publiques où, après un certain nombre d'explications, vous montrez que l'immigration nous coûte en gros entre 70 et 80 milliards d'euros par an, ce qui est une somme absolument gigantesque. Oui, tout à fait. Surtout quand l'on sait que l'équilibre financier serait atteint avec ce gaspillage en moins de 70 à 80 milliards d'euros. Cela nous suicide économiquement. Et alors, j'ajouterais que la dette de la France est colossale. Mais en fait, de la dette, il n'y en a pas. Il n'y en a pas puisque 80 milliards d'euros partent pour financer l'immigration et que les gens à qui l'on doit
ces dettes à qui l'on doit cet argent, ce sont ceux qui devraient financer l'immigration, puisque c'est leur coreligionnaire. Donc, en fin de compte, ça je l'ai pas dit, mais si demain nous arrivons au pouvoir, on pourra annuler la dette et faire beaucoup mieux que les Grecs, puisque nous aurons des arguments alors qu'eux n'en ont pas. Écoutez, j'attends avec une certaine impatience votre arrivée au pouvoir. Je pense au moins qu'on va bien rigoler. Ah, mais écoutez, je suis tout à fait partisan. Vous savez qu'aujourd'hui, mon travail à l'Assemblée, c'est d'essayer de les faire raisonner par l'absurde. Je dis essayer parce que raisonner par l'absurde, ça demande de l'intelligence. Et ça demande au moins le respect du principe de non-contradiction, ce qui est, à mon avis, le principe le moins bien accepté par la classe politique. Donc, mais c'est souvent très amusant. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le député. Bravo pour ce travail vraiment de très 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 bonne. Enfin, pour autant que je puisse en juger, je suis pas un suffisamment bon juriste pour apprécier toutes les mesures, mais c'est vraiment de bonne qualité, c'est fouillé, c'est vraiment intéressant et ça me paraît tout à fait applicable, enfin et rapidement applicable. C'est fait pour ça. Merci à vous. Merci, monsieur le député. Bon courage. À bientôt.